dont innovation technique et ambivalence des communs. Donc, on va insister sur un truc qui n'a pas été tellement soulevé, c'est que la numérisation, en fait, c'est la suite d'un chantier qui a été mettre en opérationnalité le langage. C'est-à-dire que l'algorithme, il résulte du fait qu'on a pu rendre un langage efficace. Ça a été un développement qu'on peut faire remonter à Leibniz, à Boole, qui a été une ingénierie ensuite qui s'est développée dans les analyses du langage de la philosophie analytique, qui est arrivée finalement jusqu'au prototype de l'ordinateur. Et le truc, c'est ce qu'on dit, on le produit, on le rend effectif. Et donc, on peut dire à ce niveau-là qu'on a un pouvoir par les combinaisons logiques de fonctionnalisation, de mise en opérativité des énoncés qui est complètement nouveau. Et ce qu'il faut comprendre dans le domaine numérique, c'est que ça procède entièrement par des définitions, finalement. On est sur une connaissance complètement définitionnelle qu'on rend en acte. Et donc, on a cette dimension première de la numérisation. Et ensuite, l'entrée... tu décris un peu l'entrée en réseau. Oui, l'importance des réseaux ensuite, avec notamment, sans faire très, très, très long là-dessus, mais que ce soit au niveau d'Internet ou du web, évidemment, l'importance au-delà des calculs, de la standardisation, qui va rendre possible justement des calculs à grande échelle et qui va permettre à cette question de la computation de se développer ensuite. Et donc, on peut penser aussi la standardisation presque comme une proto-automatisation, en tout cas une condition effective de l'automatisation, même si ce n'est pas la seule de ces dimensions, bien évidemment. Et ainsi, toutes les données scientifiques, on va pouvoir les transformer en quelque chose qu'on va rendre en opération, comme par exemple toutes les données quand on fait le fonctionnement des sens. On va pouvoir rendre comment fonctionnent les théories de l'écoute pour les adapter, par exemple, à la compréhension de comment fonctionne l'oreille. Et à chaque fois, finalement, on se retrouve avec un moment de test entre ce qu'on a fabriqué, qui est l'image de nos théories, et ce que la matérialisation permet de réaliser, et donc ce qu'on va percevoir. Donc il y a un aller-retour toujours dans ce domaine-là. Et en fait, ce qu'on dit à la base, c'est une multiréalisabilité de ce langage. Il y a une indifférence du langage. On dit de langage à un autre, un langage informatique à un autre. Finalement, il n'y a pas de différence fondamentale. Mais ce que vous savez tous probablement, c'est que finalement, et à chaque fois, il y a un dispositif de machine, à proprement parler, qui ne donne pas les mêmes résultats. Dans le domaine de la musique électroacoustique, finalement, on a beaucoup mis en opération ces éléments-là pour voir qu'à chaque machine, à chaque programme, on allait faire des sons différents. Et ce qu'on peut finalement reconnaître même maintenant, c'est-à-dire quand on utilise différents différents algorithmes de composition, différents programmes de composition, on va en retrouver la marque dans notre écoute. Donc, bon, alors, ça c'était un point de départ, une mise au point. Alors, le start-up, relais du politique. Donc, on est à un moment où donc, la start-up numérique, c'est un creuset, le creuset de l'innovation. Pourquoi ? Parce que finalement, tous les moyens opérationnels sont mis à disposition. On peut croiser les connaissances, toutes les connaissances scientifiques, toutes les briques finalement de type de fonctionnement qu'on a mis en place, soit par les astuces sur les algorithmes, et à chaque fois on tombe sur soit des tutoriels, soit des documentations directement fonctionnelles, comme les briques ou des choses comme ça, qu'on peut grouper ensemble pour faire des choses nouvelles. Donc on a un nouveau creuset de la réussite, au sens où cette médiation permet de croiser les savoirs, de faire advenir finalement le partage de problématiques auxquelles on va trouver des solutions. Et donc en fait la solution, l'invention des solutions, elle est remise plus que jamais dans les mains de tout un chacun, tous ceux qui vont fréquenter le domaine. C'est-à-dire qu'on a affaire à un monde actuellement dont on peut faire le relais à ce que disait Victor Petit hier,
un monde qui est dans un état, disons, où il y a un certain nombre d'alarmes, où on dit qu'on va dans le mur sur les questions des énergies, qu'on a fabriqué un environnement qui est toxique, et à chaque fois, finalement, on va dire, dans nos affordances, dans nos capacités, dans ce qui nous est offert, on a maintenant ce média qui nous permet, a priori, de penser des solutions, de se collectiviser pour en trouver. Et donc, on a une ressource nouvelle. Et cette ressource nouvelle, en fait, elle prend la promotion par l'État, la promotion par la politique de l'invention. C'est une forme d'externalisation. C'est-à-dire que les startups qui vont se mettre en place, qui sont au départ finalement des projets, et qu'on va développer dans des modes qui vont être opérationnalités qu'on va tester par la mise sur le marché, c'est l'épreuve du marché qui va faire la valeur, elle tombe à pic parce que dans un moment où l'État paraît ne pas forcément répondre à l'ensemble de ses missions, donc dans la gestion, par exemple, du domaine de la santé, tous les domaines de toxicologie, on va dire finalement, bien, vos initiatives, si elles arrivent à être rentables, si vous faites le test du marché, eh bien, et que de l'opérationnalité, eh bien, on va trouver les solutions et la société civile va elle-même développer ses propres solutions. Ça tombe bien parce que comme ça évite les risques. Et on évite à l'État ou aux entreprises, les grands, on y vient, les grands pourvoyeurs de liquidités, de eux-mêmes assumer les risques. Donc dans cette situation-là, finalement, on met tout le monde, enfin le modèle de l'entrepreneur et la mutation de la société, c'est de retourner quelque part à l'épreuve, à la tâche. Parce que l'entrepreneur, celui qui est individuel, ben, finalement, il va travailler à la tâche. Il n'est pas sur les principes de droit du salarié ou des choses comme ça. Il est prêt à prendre des risques. Il assume ses coûts propres à la mesure de ce qu'il peut faire. Donc, tout ça est très confortable. Et on peut trouver, donc, d'un côté, on nous dit, bon, bah, les entrepreneurs sont les prédateurs. Mais en fait, ils sont, dans un premier temps, entre la genèse d'un projet qui correspond à une opportunité, qui va être une solution à un problème social, un problème pour tous, le moment de chercher des investissements, de consolider pour faire advenir ce projet, pour qu'il soit rentable et qu'il soit vraiment effectif, eh bien, c'est le fait de se confondre à une logique de prédation qui est celle de les grands comptes, ceux qui ont vraiment de l'argent et qui vont investir dedans, pour avoir de l'argent, pour avoir un retour sur investissement qui va être à la hauteur. Donc, ce que disait Vol. Donc, cette mécanique du développement et de la rentabilité dans ce discours, en même temps, alors ce qu'on a vu, c'est que elle va exploiter des communs. On va se retrouver avec une équipe, ce que j'ai dit tout à l'heure, finalement toutes les connaissances scientifiques, les savoir-faire pratiques qui sont échangés, qui sont devenus donc finalement des supports de réflexion, d'association, etc., vont être finalement l'occasion de concocter des équipes, c'est-à-dire des gens un collectif qui va se retrouver avec les mêmes soucis et qui va croiser différentes habiletés. Et ensuite qui pourra être recruté comme une équipe. Et à partir du moment où elle est dans cette modèle d'équipe et qu'on va chercher finalement ce test du marché, le fait de la rendre absolument opérationnelle dans notre décor actuel, c'est-à-dire pour mettre, si vous avez par exemple un projet de recherche scientifique qui n'est pas jugé valide par les institutions, il faut que vous allez pouvoir le mettre en opération. À la limite, prenez votre risque, vous faites une entreprise et c'est votre test. Est-ce que ça signifie quelque chose ? Est-ce que ça va marcher ? Et donc à ce moment-là, vous allez vous frotter au domaine, enfin je parle d'une expérience propre puisque j'ai mon passé d'entrepreneur qui est celui de la même chose et je suis encore à nouveau. Comment on va se frotter justement aux prédateurs en leur demandant du financement et qui voient en vous un modèle de rentabilité. Éventuellement, après, ils vont
ils vont vous croquer, au sens où si vous avez pris le risque pour eux, ça va être pratique après de vous intégrer quand vous êtes vraiment rentable. C'est possible. Ou de vous prendre comme externalité, tout est possible. Et à ce moment-là, ce qui s'est fabriqué sur des communs peut être amené dans une logique inverse, c'est-à-dire que la logique de la prédation, ça va être de fabriquer de la valeur, y compris justement avec des communs ou des nouveaux communs que vous développez. Alors, la dynamique du groupe. En fait, je vais essayer de montrer comment cette dynamique de groupe, elle va procéder de commun et du collectif, en fait, et elle va aller vers la génération de communs. Dans un premier temps, la valeur d'une équipe dans la création d'un projet, dans un projet d'entrepreneuriat, c'est la complémentarité des compétences, c'est le fait que les gens, ils arrivent à bien se coordonner entre eux. Et en fait, on a trouvé des personnes qui se sont arrangées, qui ont les unes et les autres mis à concours leurs compétences pour fabriquer une certaine solution. On peut dire que c'est une situation de chantier, d'une certaine manière, au sens où les différentes habiletés se sont croisées, se sont mises ensemble, coordonnées, mais qui dépend encore beaucoup de ce qu'on appelle les hommes clés, c'est-à-dire chaque personne qui est au point de départ du projet, et c'est là que le projet va avoir une chance d'être élu, c'est un point d'ancrage, c'est un point fort de ce qui est développé. Si après, quand vous voulez rendre cette chose véritablement opérationnelle, il va falloir prendre de la distance vis-à-vis de ces hommes clés et de ces savoir-faire individuels. Et même le fait de fabriquer quelque chose, fabriquer un projet, développer des produits, développer donc à proprement parler des outils, ça va passer par le fait de quelque part couper avec cette solidarité de l'équipe qui est une situation de chantier. Vous allez mettre dans une autre forme de transaction qui va aller vers une certaine standardisation. Parce que sinon, vous avez trop de dépendance avec les hommes clés. Vos choses ne sont pas directement opérationnelles de ce fait. Et on peut dire que ça aussi, c'est une route vers la constitution de communs. D'accord. Eh bien, donc les communs, les ressources premières, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, la génération de communs, elle est sans cesse renouvelée. C'est-à-dire qu'à chaque fois, en fait, on va dire, il y a les connaissances, le développement d'une ingénierie, et après, les conditions dans lesquelles elle va s'adapter. Il y a toujours des conditions associées qui vont changer la façon dont la chose fonctionne. Et on va intégrer dans cette adaptation de nouveaux éléments. Et à chaque fois, il y a une génération, c'est-à-dire que ces nouveaux éléments de fonctionnalité vont générer de nouveaux usages, et après, on sait tous que les usages normalisés génèrent à leur tour des usages tiers, au sens où les usagers vont facilement utiliser vers d'autres dimensions, vers d'autres buts, ce qui aura été généré. Donc, là, je vais passer sur les histoires des communs théoriques et le CNC is over, mais donc en fait, c'est-à-dire que ces communs théoriques, ils sont toujours en évolution, et cette espèce d'œuvre encyclopédique qui va être la pierre de touche, elle est un développement et elle a un arrachement à cette dynamique de chantier. Elle passe par une standardisation, elle passe par une automatisation, qui est finalement la cohérence du développement, qui est poussée par le prédateur, qui est de cette façon finalement aussi un moteur, même si c'est un moteur douloureux, qui est un moteur du commun. Et en fait, dans cette logique-là, on n'a pas seulement ces valeurs scientifiques, ces valeurs théoriques, mais on a aussi des communs pratiques, c'est-à-dire de la même façon que c'était développé précédemment, on va dire, on a des modes d'opérationnalité aussi des savoir-faire, c'est-à-dire qu'on va trouver des cahiers des charges, des façons d'agir, des suites fonctionnelles dans la façon de gérer également finalement des situations. Et tout ça, ça va aller par la constitution de cahiers des charges
et une dimension aussi d'automatisation, d'automation, qui est finalement un objectif et qui va servir de commun dans une autre direction que tu vas développer maintenant et qui correspond aux problématiques de l'État. Alors, merci beaucoup Frédéric. Donc, la première partie, on a essayé de montrer qu'il y avait un milieu finalement numérique qui était aussi un milieu qui génère des formes de commun, pas forcément des biens communs au sens où on l'entend aujourd'hui, mais en tout cas des formes de commun par les savoir-faire, par la standardisation, etc., qui se nichent à des endroits différents. Là, maintenant, on va essayer de reprendre la question finalement du numérique qu'avait posé Victor Petit. Alors, je n'ai pas pu être là hier, malheureusement, mais on va essayer de voir comment finalement on peut penser le rapport finalement entre le numérique et les communs aussi à l'heure finalement de l'Anthropocène. On voit aujourd'hui que le numérique, très largement, préempte, on peut dire, les futurs. Alors, je ne vous apprends rien, mais si on parle de villes intelligentes, d'objets connectés ou de voitures autonomes, on parle de ce qui va peupler finalement notre monde demain, ce qui est en train d'émerger aujourd'hui, ce sur quoi des gens travaillent déjà à l'heure actuelle, et qui va opérer tout un tas de transformations. Comme le disait Gérard Berry, ancien chercheur chez INRIA et professeur au Collège de France, le monde devient numérique. Alors oui, le monde actuellement devient numérique, mais la question qu'on peut se poser, c'est peut-il le rester véritablement ? Et combien de temps ? On sait que plusieurs terres sont nécessaires pour alimenter le mode de vie occidental au sens large. Et quand on interroge par exemple des électroniciens, c'est-à-dire pas simplement des gens qui sont informaticiens mais qui regardent les couches basses, concrètes et matérielles de l'informatique, notamment des gens qui aujourd'hui s'intéressent de plus en plus à la question des objets connectés, parce que c'est eux qui vont devoir les fabriquer, hein. Ce n'est pas les informaticiens. Les informaticiens vont les programmer, mais les électroniciens vont les fabriquer, c'est quand même important, et ils n'ont pas du tout le même discours. Donc moi, j'ai posé la question, parce que j'ai fait des projets avec lui, à un professeur d'électronique à l'Université de Nice, François Verdier, et qui reconnaît que par rapport aux prévisions qui annoncent 50 à 100 milliards d'objets connectés en 2050, nous n'avons pas d'emblée assez d'énergie pour les faire fonctionner. Pour faire fonctionner donc ces objets riches, c'est-à-dire des objets enrichis de services, ce qui est tout l'objet des objets connectés. Et donc on envisage de produire des objets connectés donc riches mais appauvris. Donc la contradiction se niche loin. On ne va pas ne pas le faire parce qu'on n'a pas les moyens de le faire. On va le faire mais dans une version appauvrie. On préfère supporter le poids de la contradiction que d'éviter de fabriquer ces objets. Et donc, ça veut dire que nous avons aussi, si on ouvre un petit peu les yeux, plusieurs futurs étalés devant nous. Le futur donc, d'un monde devenu numérique. Moi, j'étais chercheur auparavant chez INRIA, donc un institut qui fabrique aussi ces futurs-là. Il s'appelle INRIA, le sous-titre, hein, le sigle, c'est les inventeurs du numérique, ce qui fait très plaisir au CNRS dans les sections informatiques. Donc on a d'une part un monde qui devient numérique et d'autre part un monde, dans les perspectives notamment des climatologues, soumis à un effondrement quasiment inéluctable. Et la question c'est comment est-ce qu'on passe de l'un à l'autre évidemment. Moi-même j'ai proposé de réfléchir à non plus le web que nous voulons pour l'avenir, mais le web que nous pouvons nous permettre d'avoir en créant un groupe communautaire au sein du W3C, qui est le consortium qui s'occupe des standards du web, pour faire converger justement le futur du web avec d'autres futurs et de repenser le premier à cette aune, dans l'idée justement d'atterrir. On va y revenir. Un designer, je parle de designer ici, un designer que j'aime beaucoup, designer et théoricien australien du design, Tony Fry, réfléchit à l'activité de design en termes de futuration. Pour lui, finalement, la production de futur, ou de futur au pluriel ou au singulier, devient le commun primordial, ce qui l'amène à défendre au plan politique ce qu'il appelle l'impératif du soutenable, sustainment imperative, ou de la subsistance, à l'aune duquel, pour lui, nos métiers, nos actions, nos décisions nécessitent d'être repensées radicalement. Donc il y a un commun, c'est la production de futur. Le design, pour lui, est censé participer à la production de futur, mais on va voir que, de manière plus générale, la production, la conception générale n'y participe pas nécessairement. Donc la question primordiale, ça devient, dans cette perspective de production du futur, la question de la subsistance. Je vais emprunter ici un concept à Étienne Souriau, après une première partie en sous-main marquée par Gilbert Simondon, partie ici plus d'un autre philosophe français, Étienne Souriau, l'instauration d'un concept que Souriau a proposé pour le substituer au concept de création,
pour tout un tas de raisons, notamment parce qu'il n'y a pas de création ex nihilo pour lui, c'est un petit peu ce qu'implique ce concept. L'instauration donc est un geste qui instancifie l'existence d'un objet ou d'une œuvre, et objet ou œuvre sont à peu près la même chose pour Souriau in fine, puisqu'il a une ontologie de l'œuvre, mais qu'il applique à tous les objets et pas simplement les objets d'art, au sens large. C'est donc le geste qui permet aussi, selon lui, de faire passer une œuvre à faire, c'est-à-dire encore une virtualité, pensée par Souriau sur le mode d'une demande qui s'impose à l'artiste, à l'état actuel. Donc passer du virtuel à l'état actuel, sans que l'actualité ne soit tout entière en gestation dans cette virtualité. Donc pour lui, l'artiste se met au service de l'œuvre pour un résultat qui n'est en aucun cas garanti. Il dit même l'artiste est le prostitué de l'œuvre. Donc il répond à un appel qui est celui de l'œuvre de passer à l'existence, à une existence actuelle. Quand il illustre pour autant l'instauration en parlant de la nature, et d'une nature en fait qu'il reconnaît comme étant une nature anthropisée, pas du tout une nature primaire ou primordiale, il dit ceci qui est assez intéressant, qui va m'amener vers un autre concept, qui est le concept que je propose là pour le coup de déstauration. Il dit il est facile d'en énumérer les bienfaits en l'occurrence de l'instauration, de l'institution d'une nature anthropisée, dont le premier, c'est là le paradoxe, c'est l'oubli de tout ce qui est humain, trop humain, et que son entourage cosmique lui présente sans cesse comme un miroir cruel. Donc l'instauration semble, dans ce paragraphe, d'une certaine manière, appeler son envers, c'est ce que j'appelle avec un collègue anthropologue, Diego Landivar, la déstauration, instaurer des paysages fertiles ou une biodiversité abondante, puisque c'est de ça dont parle en fait Souriau, c'est d'abord pour lui déstaurer, réduire ou amorcer un retrait de la présence humaine. Ce qui reste une action anthropique, ce qu'on peut aussi penser en termes d'instauration, mais qu'on peut renverser aussi dans une autre perspective déstaurante, et qui n'est en tout cas jamais un retour à une nature virginale. Souriau parle d'ailleurs de restauration à ce moment-là, et c'est d'ailleurs, entre parenthèses, le terme que Latour, dans son dernier livre « Où atterrir », utilise pour paraphraser l'idée de destitution proposée par Giorgio Agamben et reprise à son compte par le comité invisible. Il y a cependant entre la destitution et la déstauration une différence, parce que la destitution, telle que l'entend le comité invisible notamment, est un abandon et en même temps une attaque, un abandon des institutions, des organisations et de la technologie numérique, tous ces éléments répondant pour eux à une problématique commune assimilée à la cybernétique. Parmi les éléments affectés par cet abandon, le comité invisible mentionne notamment les centrales nucléaires. Il dit, voilà, est-ce que vous voulez encore des centrales nucléaires ? Non. Donc il faut destituer et abandonner tout ça. Nous ne voulons plus être branchés finalement sur ce système-là. Mais la question qui se pose, c'est la suivante. En fait, c'est un luxe, d'une certaine manière, de dire ça. Peut-on abandonner les centrales nucléaires à leur belle mort ? C'est toute la question, et on verra que vraisemblablement, non, en fait, on ne peut pas. Donc, dignifier et restaurer pour survivre. Notre proposition avec Diego Landivar, à qui on réfléchit aussi à ces questions, pour penser un agir adapté à la situation que nous connaissons, consiste à articuler instauration et déstauration. Ce qui était un petit peu le cas chez Agamben, qui pensait à la fois la désaffectation et la réaffectation, mais qui n'a pas forcément été gardée par le comité invisible. Moi, j'aime beaucoup cette idée de réaffectation. Instaurer ou dignifier des objets, y compris manufacturés, dans la lignée, par exemple, des discussions qui ont accompagné la rédaction des constitutions andines. Nous héritons de ce qui existe dans ce monde, ce qui est déjà là, ces infrastructures, ces objets techniques, ces déchets, même si nous n'en voulons pas, quoi qu'il arrive, nous en héritons, nous n'avons pas le choix, il faut en faire quelque chose. Donc nous proposons ici de dignifier ces objets, on verra, et en même temps on propose également de déstaurer radicalement cette fois-ci, pour le coup, les innovations ou les inventions pour éviter de les faire passer à l'état actuel alors que nous n'avons pas assez de terre finalement pour cela. Avant de se poser la question comme Donna Haraway, de savoir s'il faut plus faire d'enfants, arrêtons peut-être déjà de faire des objets connectés, ça répondra à une partie de la question. L'autre point, donc je continue, c'est d'articuler ensemble instauration et déstauration pour désaffecter justement l'existant, un peu ce que disait Souriau tout à l'heure, et le réaffecter à autre chose, c'est-à-dire le dignifier. Le design est alors mis à profit, on a besoin là de designers et de technicité, même d'ingénieurs, mais d'un nouveau type, mis à profit pour opérer ce que Tony Fry appelle des redirections, c'est-à-dire un design basé sur la redirection. Et donc, on peut en appeler à une ingénierie ou un design de la clôture, non pas des makers, mais des demakers, et de la désaffectation, réaffectation.
Et c'est dans ce contexte-là qu'on en vient à parler finalement aussi d'un certain nombre de communs, là aussi ambivalents, qui sont des communs négatifs, les biens communs de l'avenir, dans un monde de ruines tel que le présente par exemple Anat Singh ou bien d'autres, hein, vous interrogez des climatologues tout simplement, ne seront pas simplement des ressources positives, par exemple des ressources halieutiques, des ressources végétales qu'on va administrer d'une manière un peu pastorale, comme ça, avec tout un imaginaire de la transition, mais vont être aussi très largement des ressources négatives. Par exemple, je reviens sur l'exemple des centrales nucléaires ou des réacteurs nucléaires de tout à l'heure. Nous n'avons pas les moyens de continuer très longtemps à opérer nos centrales nucléaires. C'est pour ça qu'on les prolonge en bottant en touche alors qu'on n'a pas les moyens parce qu'elles sont trop vieillissantes. Nous n'avons pas les moyens d'arrêter et de démanteler. Ça coûte trop cher. L'Allemagne a essayé avec moins de centrales, moins de réacteurs. Ça a coûté énormément d'argent. Donc nous avons 58 réacteurs nucléaires en France. On n'a pas du tout l'ombre des moyens pour les démanteler, donc on ne savait pas non plus comment faire, et nous n'avons pas le loisir d'arrêter du jour au lendemain, parce qu'en fait, une centrale nucléaire, c'est comme un objet lancé à grande vitesse, on ne peut pas l'arrêter comme ça du jour au lendemain, ce n'est pas possible. Donc, si on n'a pas les moyens de continuer, qu'on n'a pas les moyens d'arrêter, et qu'on ne peut pas les abandonner, qu'est-ce qu'on fait? C'est une bonne question. Que faire? Donc, de fait, cela conduit à transformer tout un ensemble d'agents communs négatifs, et d'ailleurs, ça rejoint des pratiques déjà en cours, puisque, de fait, les centrales nucléaires sont d'ores et déjà, par les autorités de tutelle, dignifiées, puisque, par exemple, vous avez des agences qui sont chargées d'inventer des langages pour recréer des tabous autour de ces centrales, pour qu'à l'avenir, les lieux qui ont hébergé ces centrales, on les étiquette et que les gens puissent, avec des langages que les gens comprendront dans 1000 ans, etc., c'est très optimiste, hein, dans 1000 ans, et pour leur signifier qu'en fait, ce sont des lieux tabous. Donc on recrée administrativement du tabou autour des centrales nucléaires. C'est quand même assez intéressant. Et vous avez par exemple cette déclaration qui est un avertissement du département américain de l'énergie sur la Yucca Mountain où se trouve le Waste Isolation Pilot Plant, donc des déchets nucléaires, qui dit « This place is not a place of honor. No highly esteemed deed is commemorated here. Nothing valued is here. This place is a message and part of a system of messages. Pay attention to it. Sending this message was important to us. We consider ourselves to be a powerful culture. » Bon, et si ça, c'est pas recréer du tabou d'une certaine manière, je ne sais pas ce que c'est. Les communs et la perte d'un monde commun. Le développement, pour autant, des communs, donc ces communs à la fois positifs et ces communs négatifs, n'implique pas, c'est là où il y a une autre ambiguïté qui vient se nicher, de retrouver ipso facto un monde commun ou un monde unifié. Et effectivement, Frédéric n'a pas eu trop le temps d'en parler, mais il y avait l'idée de perte d'un monde commun avec ce retrait, par exemple, de l'État qui était signifié tout à l'heure. On a ce que dit, par exemple, Bruno Latour sur la perte d'un monde commun. Bon. On a l'exemple de la Pachamama. Les Pachamama, c'est cette espèce de déité que les Boliviens ont produit finalement pour se donner la capacité de composer des mondes communs, pas seulement de représentation ou d'idéologie, mais à partir de pratiques de la Terre, de capacité à subsister. C'est finalement ce qui leur donne ces capacités. Les communs ne garantissent pas que nous vivons dans un monde commun. Un bien commun pour Elinor Ostrom, c'est une ressource gérée par un collectif qui se donne des règles démocratiques. Deux anthropologues ont choisi de parler récemment d'un commun pour dire qu'en fait, dans le domaine des communs, le registre n'est pas évident, l'échelle non plus n'est pas évidente, et la notion d'un commun permet de problématiser le rapport de ces communs à un monde unifié. Par exemple, si on parle de ressources à gérer, une ressource, ce n'est pas un objet animé, ce n'est pas un objet doté de personnalité ou dignifié, on va plutôt du côté de la gestion, et donc il peut être important de renforcer les communs en mobilisant d'autres cosmologies qui permettent justement d'animer un peu ces objets. Je passe un peu là-dessus, mais c'est un point évidemment important. De fait, on peut penser qu'en donnant par exemple des droits à des objets comme l'ont fait par exemple les constitutions andines, notamment aux rivières, ils ont pensé également le faire aux objets manufacturés, mais peut-être qu'en fait on n'est pas dans un commun qui nécessite nécessairement de mobiliser la cosmologie, mais on peut penser ça avec le droit romain. L'animation, on passe de la res à la persona. Et dans ce cas-là, on serait simplement dans un artifice du droit. Il ne faut cependant pas penser que les auteurs de la constitution bolivienne n'en étaient pas conscients. Eux-mêmes, en élaborant ces constitutions, avaient lu Descola, qui lui-même étudiait les cosmologies indiennes. Donc ils ont relu Descola, les relisant eux-mêmes. Ils ont réaffecté le droit pour servir leur cosmogonie sans réduire l'un à l'autre.
Et il reste une équivoque entre la représentation du droit et la cosmogonie, mais cette équivoque, en fait, nourrit le commun sans le réduire, toutefois, à un monde unifié, qui est la caractéristique de la modernisation. Et ce faisant, le droit se cosmologise, et en même temps, la cosmologie se juridise sans que l'un ou l'autre ne disparaisse. Il reste toujours un risque, évidemment, qu'un registre l'emporte sur l'autre, mais en tout cas, il y a un dynamisme, une dynamique de redescription mutuelle qui est la caractéristique de ces uns communs. Si on parle maintenant, je termine là-dessus, de la pluralité des mondes, on peut l'aborder aussi sous un autre angle, à travers la question de la futuration, la production de futur dont parlait Tony Fry. Il y a une pluralité, d'une certaine manière, de futuration et de pratique du présent, avec des bifurcations quant aux trajectoires qu'emprunte le monde et que reflète finalement cet exemple des constitutions andines entre peut-être une instauration d'un monde par le droit, une instauration par la cosmologie, et puis le dialogue entre les deux dans l'optique justement de survivre. C'est un peu ce qu'explique Latour, pourquoi on peut mobiliser finalement ce qui autrefois était vu comme des archaïsmes, qui aujourd'hui, dans la perspective du fait de survivre, peut au contraire constituer des ressources, entre guillemets, vous l'aurez compris. Et il y a une autre pluralité qu'il faut mettre en évidence, c'est la pluralité des futurs, des futurants, parce que nous ne vivons jamais entièrement dans le présent. Déjà, du point de vue du climat, aujourd'hui, nous subissons les effets de nos émissions il y a 40 ans, et nous produisons les effets dans 40 ans. Donc nous avons une sorte de latence de 80 ans. Donc on n'est pas dans un présent complet. Et c'est aussi le cas avec l'innovation, comme j'ai dit tout à l'heure, préempte les futurs en produisant justement de la défuturation et donc fait porter le poids du virtuel, de sa pluralité, l'ensemble de tout ce qu'on pourrait faire exister comme innovation sur l'actuel et le présent, et donc nous proposons justement de réduire. Merci beaucoup.